Cette semaine sur AEN, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour en Côte d'Ivoire organisent un sommet de la paix à la suite d'une récente attaque terroriste. Un hôpital adventiste en Haïti célèbre son 35e anniversaire et ouvre un service dernier cri. Et les dirigeants de l'Église de la dénomination de la région eurasienne participent à un sommet international pour parler de la prolifération du VIH et du sida. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous êtes sur AEN, une émission de l'Église adventiste mondiale. Merci de nous regarder cette semaine. D'abord, dans les nouvelles, suite à une récente attaque terroriste dans le pays ouest africain de la Côte d'Ivoire, les dirigeants appellent à une réponse unifiée face à la violence. L'Église adventiste du 7e jour dans la région de l'ouest de l'Afrique centrale a organisé un sommet le 18 mars, 5 jours après le massacre à côté de l'hôtel en bordure de mer Grand Bassam. 19 personnes furent tuées et 23 autres blessées quand 3 hommes armés ont surgi à l'hôtel L'Étoile du Sud. Les dirigeants adventistes ont invité des représentants de plusieurs communautés religieuses différentes au siège local de la ville d'Abidjan pour parler des méthodes que peuvent utiliser les résidents de la Côte d'Ivoire pour rejeter l'intolérance et la violence. En plus de souhaiter la bienvenue à des représentants de plusieurs groupes protestants différents, de même que des catholiques romains, des musulmans et des bouddhistes, Eli Wek Dido, président de l'Église adventiste en Afrique centrale de l'Ouest, a affirmé l'engagement de l'Église pour bâtir une culture de paix et de tolérance. Durant l'inauguration d'un bloc opératoire Dernier Cri, de nouveaux laboratoires et l'installation d'une clinique privée proposant différentes spécialités médicales, un hôpital adventiste en Haïti, la semaine dernière, a célébré 35 ans de service au profit de la santé. L'événement a attiré des officiels du premier ordre du gouvernement haïtien, l'Université de médecine de Loma Linda, Adventist Health International et l'hôpital de Floride, aussi bien que les chirurgiens locaux et les membres de la communauté. Le nouveau bloc opératoire de l'hôpital inclut 3 salles d'opération équipées complètement avec un système de conduit d'oxygène central et un nouveau laboratoire moderne. Plusieurs des participants furent témoins des débuts timides de l'hôpital dans les années 1980. L'administrateur de l'hôpital, Édouard Martin, a dit, je cite, « Les 35 ans d'existence de l'hôpital d'Haïti n'ont pas été un sprint, mais un marathon. Et je suis ici pour vous dire que malgré toutes les épreuves, il est encore debout. » Durant la cérémonie, la première dame d'Haïti, Ginette Michaud-Privert, qui est aussi anesthésiste, s'est rappelée du temps qu'elle travaillait à l'hôpital en tant que médecin au service d'urgence. La première dame Privert a dit, je cite, « Je sais que cela n'a pas été facile durant les 30 dernières années ici, mais merci de nous fournir des services de qualité, à Carrefour et au niveau national. » Les dirigeants ont aussi reconnu qu'alors que plusieurs membres de la communauté étaient heureux d'assister à l'expansion, ils continuent à voir l'hôpital en tant que symbole d'espoir et de vie. Le mois dernier, les dirigeants de l'Église adventiste de la division eurasiatique ont discuté des méthodes pour limiter la propagation du VIH et du sida durant la 5e conférence de lutte contre le sida de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale. Parmi les représentants de l'Église se trouvait le responsable de la région de l'Institut biblique de recherche, Evgeny Zavtsev, et le directeur du ministère de la Santé, Nadès Al-Vanova. Les dirigeants étaient parmi les presque 2500 délégués de communautés chrétiennes, musulmanes et juives pour aider à créer une réponse aux épidémies de VIH et du sida. Les dirigeants présents représentaient 79 pays du monde. La conférence s'est tenue à Moscou et fut organisée par la Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being. Comprenez le service fédéral russe pour la surveillance et la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain, en plus du programme joint des Nations Unies de lutte contre le VIH et le sida. Avec l'objectif des Nations Unies d'éradiquer l'épidémie du sida d'ici 2030, les participants à la conférence se sont concentrés sur l'échange de savoir entre les scientifiques, les experts, les travailleurs communautaires et les professionnels de santé pour développer les meilleures pratiques et stratégies pour combattre le VIH et le sida.
Grâce au fonds d'un institut renommé de recherche biomédicale aux États-Unis, des chercheurs de l'Université de Loma Linda ont eu des occasions de trouver des solutions pour améliorer les soins donnés à un bébé de 5 mois avant la naissance à 1 mois après sa naissance. L'Université de médecine de Loma Linda a envoyé ce rapport. Donc, quel que soit l'impact que vous pouvez avoir en euro, peut non seulement avoir un impact sur les enfants, mais aussi sur les petits-enfants. Le 29 mars, une conférence de presse a été tenue à l'Université de médecine de Loma Linda pour annoncer l'attribution de fonds par l'institution Child Health and Human Development, comprenez l'institution pour la santé enfantine et le développement humain. Le montant total attribué au projet est de 6,3 millions de dollars répartis sur 5 ans de recherche. Cette énorme subvention, cette allocation de projet fournit vraiment un noyau, une base pour un groupe de scientifiques qui travaillent ensemble. Les découvertes des chercheurs indiquent que les maladies chroniques qui se développent plus tard dans la vie sont liées au développement du fœtus et de la vie. Durant les 5 prochaines années, cette subvention de projet permettra aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes moléculaires et épigénétiques par lesquels les restrictions d'oxygène de la gestation impactent sur la mère, le fœtus et le développement de l'enfant, de la santé et des maladies plus tard dans la vie. L'idée de cette subvention, nous parlons de la plasticité développementale. Une des choses qui est vraiment fascinante, c'est que par un moyen quelconque, la mère a une conversation avec le fœtus sur les conditions du monde que le fœtus s'apprête à intégrer. Est-ce un monde hypoxique, un monde chaud, un monde où il manque de la nourriture? Ce qui se passe. Donc toutes ces choses créent un environnement très difficile pour le développement du fœtus. Alors nous sommes tous en train de chercher de quelle manière différente ces types de stress ont des effets négatifs. Maintenant, pas seulement des effets sur le fœtus, mais les conséquences sur ces fœtus quand ils deviennent adultes dans leur 30e et 40e année. Ces études au Centre de biologie périnatale à l'Université de médecine de Loma Linda ont continuellement été financées durant les 20 dernières années par l'Institut national de santé. Le financement pour les 5 prochaines années a créé un grand enthousiasme parmi toute l'équipe de chercheurs. Vous êtes enthousiastes, vous êtes heureux, c'est beaucoup de travail, c'est un effort collectif. Nous sommes vraiment enthousiasmés par notre travail et de l'impact potentiel qu'il pourrait avoir plus tard. La semaine dernière, nous avons montré un reportage sur l'aide apportée par l'Agence de développement et de l'aide humanitaire du Zimbabwe en réponse à la sécheresse sévère qui sévit dans la région du sud du continent africain qui a laissé des millions de personnes en insécurité alimentaire. Selon ADRA, on estime que 40 millions de personnes vivant dans les zones rurales et 9 millions de citadins pauvres qui habitent les régions affectées par la sécheresse seraient exposés et on estime que 14 millions de personnes de la région sont déjà en insécurité alimentaire. Différents offices d'ADRA à travers la région du sud de l'Afrique se sont associés avec de nombreuses organisations pour fournir de la nourriture aux familles vulnérables. À Madagascar, les ouvriers d'ADRA ont travaillé avec le United States Agency for International Development, comprenez l'Agence américaine de développement international, pour redistribuer plus de 350 tonnes métriques ou 383 tonnes courtes de nourriture d'urgence à 13 communes à travers la partie affectée du pays. Avec l'assistance du World Food Programme, comprenez le Programme d'alimentation mondiale, ADRA Malawi procure de l'aide à plus de 3000 foyers dans les 2 cités du sud, dans le Malawi. Avec l'aide du gouvernement zambien, à travers la National Disasters Management and Mitigation Unit, comprenez l'unité pour l'atténuation et la gestion de catastrophes nationales, ADRA Zambie a distribué 234 tonnes métriques ou 258 tonnes courtes de maïs à 4680 foyers. ADRA Swaziland est en pourparlers avec l'Agence de gestion de catastrophes nationales pour la distribution de la nourriture achetée par le gouvernement à approximativement 18 000 foyers dans 2 régions du Swaziland. En Somalie, l'office local ADRA a mis en place un programme d'aide qui inclut de fournir des camions d'eau d'urgence dans le pays de l'État de Puntland d'ici le mois de mai. Et en Éthiopie, ADRA a attribué des fonds pour débuter l'aide en fournissant de l'eau, des installations sanitaires et hygiéniques dans la région de Kelafo. L'agence travaille aussi avec le réseau mondial d'ADRA pour étendre l'aide dans le pays. Des étudiants producteurs de 7 universités et 2 lycées ont récemment eu l'occasion de montrer leur travail à un festival de films annuel organisé par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord.
Plus de 100 personnes ont assisté au 15e festival Sunscreens qui se tenait dans l'État de Virginie aux États-Unis. Les participants purent voir les projets de la Sierra University, de Walla Walla University, de la Pacific Union College, de la Southern Adventist University, de Andrews University, de la Brigham Young University, de la Spencerville Adventist Academy et de la Georgia Cumberland Academy. Plus de 50 films furent soumis au festival. 14 sur 39 d'entre eux qui furent projetés durant la compétition Sunscreen ont été récompensés de la Sony Awards du festival basé sur les résultats d'un panel de juges. Les films qui ont gagné le plus de récompenses furent The Exquisite Outdoors, qui a gagné 3 Sonys, tandis que les films Mary et Montgomery et Hamilton County K9 ont chacun obtenu 2 récompenses. Dans un instant, vous saurez tout sur l'un des plus grands congrès de jeunesse de l'Église adventiste en Allemagne. Mais tout de suite, des membres en Égypte célèbrent l'ouverture d'une nouvelle structure qui remplace une église adventiste qui fut détruite par des émeutiers. May I work in with you, young Puis-je fella? m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. That's the way you do it. C'est ainsi qu'il faut faire. Gotta put a little weight on it. Il faut ajouter un peu de poids. Bon, But I'll put it back up here for je le you. remets à cet endroit pour vous. Nous voilà de retour. Et maintenant, nous avons plus d'informations de notre communauté mondiale. Des dirigeants et des membres de l'Église adventiste du 7e jour en Égypte, le mois dernier, ont célébré l'ouverture d'un nouveau bâtiment qui remplacera une structure de l'Église adventiste dans la ville d'Asyut qui fut détruite en 2013 quand des émeutiers ont brûlé le bâtiment. Durant la cérémonie d'inauguration le 19 mars, des dirigeants du gouvernement qui ont aidé à rebâtir l'Église ont pris le temps de féliciter les membres d'Église. Aussi, durant la cérémonie, un représentant d'Al-Azhar, un institut islamique légal respecté, a donné un discours soulignant l'importance de l'unité entre les chrétiens et les musulmans en Égypte. Le 14 août 2013, les membres de l'église locale furent choqués lorsqu'un groupe de personnes a fait irruption à l'église d'Asyut et a essayé de tuer le pasteur et sa femme. L'attaque s'est produite en lien avec d'autres émeutes massives qui suivirent le renversement du président du pays sous des protestations de masse. L'Église adventiste du 7e jour en Allemagne a récemment terminé son plus grand congrès de jeunesse avec près de 4000 jeunes et membres d'Église présents. Durant le congrès de 5 jours, les jeunes adventistes ont eu la chance de participer à 40 ateliers qui couvraient de nombreux sujets allant de la théorie de l'évolution, de la sexualité humaine et la guerre dans l'Ancien Testament. Le congrès se tenait dans la ville d'Offenburg et fut organisé par des dirigeants locaux de l'église adventiste de Baden-Württemberg. Les participants ont aussi eu la chance d'entendre les présentations d'orateurs adventistes célèbres tels que David Ashrick et Ty Gibson. Les organisateurs de la conférence espèrent que les jeunes présents ont été encouragés à vivre leur foi dans leur vie quotidienne tout en trouvant des manières de laisser une influence positive dans leur société. Le mois dernier, nous vous avons montré le reportage d'un groupe d'élèves du séminaire de théologie de l'Université Andrews aux États-Unis, dans l'État du Michigan, qui se préparait à visiter Cuba pour y mener une campagne d'évangélisation. Eh bien, il y a 2 semaines, les étudiants sont revenus de leur 4e voyage missionnaire consécutif dans ce pays des Caraïbes. Suite à leur campagne, plus de 250 personnes ont été baptisées à Santiago de Cuba, qui est la 2e plus grande ville du pays. L'Université Andrews a envoyé ce rapport. March 2016 was a historical month for Cuba and its people. It wasn't Mars only 2016 fut un mois historique pour Cuba et ses habitants. Ce n'était pas seulement une période particulière pour la politique et les relations internationales, mais aussi parce qu'au même endroit où les frères Castro ont commencé leur révolution communiste, une nouvelle révolution d'espoir a commencé. Connue comme étant la terre du soleil levant, Santiago de Cuba, la 2e plus grande ville du pays, a accueilli un groupe de 31 élèves et professeurs de l'université Andrews pendant 10 jours qui sont venus travailler avec les membres locaux dans le cadre d'une campagne évangélique.
Je m'attendais à ce que ce soit pareil que les autres communautés hispaniques que j'ai visitées. Mais la plus grande chose est que le cœur des gens est ouvert pour entendre l'Évangile. Ce fut une grande bénédiction pour moi d'être ici. Venir dans un tel endroit vous apprend l'humilité, où ils ont si peu, et de voir à quel point ils sont heureux, satisfaits, et juste à quel point ils sont actifs en travaillant pour Dieu. Dwayne Nelson a prêché à plus de 2000 personnes dans le plus grand auditorium de Santiago. Hermanos y hermanas, I want you to notice, please, we are now... Frères et sœurs, je veux que vous remarquiez, nous sommes maintenant, Cuba est en train de s'ouvrir et nous avons eu accès à la ville. Nous avons marché partout dans la ville. Les gens nous invitent chez eux. Mais c'est une expérience d'humilité parce qu'ils sont si profondément passionnés pour partager l'évangile de Christ et qu'ils nous aient invités. Quand 12 viennent et se rencontrer ici, ça a été une merveilleuse expérience. Le groupe de missionnaires a aussi eu l'opportunité de prêcher, de vivre avec et d'apprendre des habitants du pays durant ce projet. Les gens habitant autour des églises ont vu, appris et compris en quoi consiste l'Évangile. Toutes nos églises étaient remplies de monde chaque soir. Notre communauté les a accueillis les bras ouverts. Han estado llenas todo el tiempo. La comunidad los ha recibido con mucha alegría. Y yo los veo tan Ils sont tous si sociables, amicaux. Ils ressemblent à Jésus-Christ. Cette initiative s'est terminée par le baptême de plus de 277 personnes le dernier sabbat du voyage. Mais le réel impact de ce programme sera connu seulement au ciel. Quand je pense à tous ces enfants, je crois que je vais pleurer. Et de penser que je quitte Cuba bientôt et qu'ils vont rester ici. Alors que je les ai visités et vu leurs conditions de vie, j'aurais voulu qu'ils aient un endroit pour vivre dans de meilleures conditions. Mais je vois que malgré ces conditions, ils sont heureux. C'est pour cela que mon plus grand souhait, ce qui me rendrait vraiment heureuse, serait de les revoir de nouveau au ciel. Les préparatifs pour les prochaines conférences bibliques sont en cours. La prochaine ville qui recevra la délégation de l'Université Andrews sera la ville de Holguín. Nous attendrons les bras ouverts parce que l'Évangile doit être prêché, même plus, et vous faites partie de ce grand ministère et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu utilise cet outil pour faire son royaume à Cuba, même plus rapidement. Andrews, que Dieu vous bénisse et vous garde et fasse que vos efforts évangéliques aient encore plus de succès. Donc, j'ai l'espoir que les meilleurs jours pour l'Église à Cuba sont à venir. Et pour finir, dans les nouvelles cette semaine, chaque année, des dizaines de milliers de coureurs se ruent en Afrique du Sud pour participer à un marathon connu dans le monde entier. Vu que le Old Mutual Two Oceans Marathon tombe habituellement le samedi, les organisateurs ont fait des arrangements pour les observateurs du sabbat durant ces 2 dernières décennies pour ceux qui souhaitent participer à la course. SID Média nous en dit plus. Long considered one of the world's most beautiful marathons, the Old Mutual Two Oceans Race spans across Cape Town and touches both the Atlantic and the Indian Oceans. Considérée pendant longtemps comme étant l'un des plus beaux marathons, la course Two Oceans part de Cape Town et touche à la fois l'océan Atlantique et l'océan Indien. Institué en 1970 avec 26 coureurs, le marathon attire maintenant plus de 30 000 participants du monde entier. En 1990, un pasteur adventiste du nom de Kevin Oxford s'est rapproché du comité du marathon Two Oceans pour proposer une course spéciale le vendredi pour permettre à ceux qui, par conviction religieuse, ne peuvent pas courir le samedi, d'y participer. Le 13 avril, les coureurs se sont alignés pour la première de la course Two Oceans un vendredi. Et c'est à partir de là que la tradition a pris naissance. Un des coureurs cette année était pasteur Eric Webster, qui a organisé la course du vendredi depuis 1991. Après avoir pris sa retraite il y a 3 ans, à l'âge de 85 ans, Webster a ralenti un peu, mais il continue à courir le marathon chaque année. Eh bien, je dois reconnaître que c'était lent. 3h50 pour 21 km. Mais à mon âge, 88 ans et demi, je suis heureux et je remercie Dieu. Je remercie le Seigneur de pouvoir le faire. Et je prends plaisir à être dehors avec d'autres coureurs. Les coureurs qui choisissent de courir le vendredi et pas durant le sabbat. Alors, c'est une bonne expérience pour moi. Cette année, à peu près 50 coureurs se sont alignés pour faire la course le vendredi saint. Bien que certains coureurs aient eu des problèmes physiques, la plupart ont donné tout ce qu'ils avaient et ont donné gloire à Dieu. While some of the racers faced some physical difficulties, most still came out to give everything they have and all the glory to God.
Je suis si heureuse. C'est la première des 2 médailles que j'ai. C'est ma 7e course. Le meilleur chiffre pour me donner à fond et toute la gloire revient à Dieu. Je me suis sentie bien durant toute la course. Je n'ai pas marché, même une fois, et je n'arrêtais pas de me répéter Philippiens 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans un instant, vous saurez comment laisser différents types de réponses aux messages de vos amis sur Facebook. Mais tout de suite, voyez comment le régime alimentaire d'une mère peut affecter les générations futures. La mort inattendue de mon frère m'a choqué et a changé ma vie. Un ami à moi m'a dit « Pourquoi ne ferais-tu pas un triathlon ?» Alors j'ai fait de la natation, du cyclisme et de la course jusqu'à ce que je découvre que la vie est plus que la force humaine. Je cours parce que ma santé est importante. Je crois parce que ma foi est importante. Je m'appelle Ed et je suis un chrétien. Je suis un homme de fer et j'ai découvert que ma vie est importante. Nous voilà de retour. Saviez-vous que ce qu'une femme choisit de manger pendant sa grossesse n'affecte pas seulement son enfant, mais aussi ses petits-enfants? Apprenez en plus dans l'épisode de Lévite de cette semaine. Et si je vous disais qu'une femme enceinte sur 5 aux États-Unis va se coucher affamée? Maintenant, et si je vous disais que parce qu'elles allaient au lit affamées, leurs bébés sont maintenant sujets à une maladie chronique en tant qu'adultes, et pas seulement eux, mais leurs petits-enfants aussi? Cette triste réalité est un grand problème. De notre côté, une femme enceinte sur 3 est en surpoids. Cela a encore le même effet négatif. Leurs enfants et leurs petits-enfants auront de fortes chances d'avoir une maladie chronique. Dr Lawrence D. Longo de l'Université de Loma Linda est un des spécialistes les plus respectés dans la physiologie développementale. Ces recherches sur la santé maternelle ont été financées par les Instituts nationaux de santé les 50 dernières années. Aujourd'hui, nous savons tous que fumer pendant la grossesse a un effet négatif sur un enfant. Eh bien, nous pouvons remercier Dr Longo pour cela. Il a concentré ses recherches les plus récentes sur la nutrition chez les femmes enceintes. C'est une très triste réalité de se demander comment quelque chose qui s'est passé durant une grossesse peut impacter plusieurs générations. On trouve un tas de maladies liées au système cardiovasculaire, de l'hypertension, des crises cardiaques, des attaques et liées à des aspects du métabolisme, le diabète de type 2 et maintenant toute la panoplie des désordres neuropsychiatriques qui font leur apparition. Dr Longo et son équipe de chercheurs ont étudié comment la privation de protéines durant la gestation aura des effets sur la santé de quelqu'un. Je pense qu'en tant que société, nous devrions accorder plus d'attention à la grossesse et au développement de la vie à ses débuts. Maintenant, ce que peuvent être les conséquences lorsque nos enfants deviennent des adultes, nous ne mettrons jamais assez l'accent sur les conseils qui concernent la santé. Ayez un régime alimentaire équilibré avec suffisamment de protéines et de nutriments. Prenez une vitamine prénatale chaque jour avec de l'acide folique et du DHA. Et si vous êtes en surpoids, essayez autant que vous le pouvez d'avoir un poids santé d'ici votre accouchement. Pour reprendre une des citations de mon ami des Instituts nationaux de santé, chaque utérus est un centre pour l'excellence durant la grossesse. Voilà l'astuce du jour sur comment vivre en meilleure santé plus longtemps. Pour en savoir plus sur Lévite, la nouvelle émission en ligne de l'Université de Loma Linda et voir les anciens épisodes, visitez levitlomalinda.org. Dans le rapport des médias sociaux cette semaine, Angela Tape nous dit comment vous pouvez répondre aux messages de Facebook avec des émotions variées, y compris l'amour, l'admiration et le rire. Avec un peu de chance, vous avez déjà remarqué cette mise à jour et aujourd'hui cela semble à peine nouveau. Mais récemment, Facebook a changé son icône like pour des icônes de réaction après que ses utilisateurs aient réclamé durant des années une icône « Je n'aime pas ». Le problème était de pouvoir exprimer de la sympathie ou de la compassion sur un post Facebook qui exprime de la peine ou une épreuve. Cela semblait incohérent à certains de cliquer « J'aime » quand ce que les utilisateurs cherchaient vraiment à exprimer était une émotion complètement différente
de soutien. Ces icônes de réaction ont ouvert un tout nouveau monde d'expression sur Facebook. Maintenant, vous avez la possibilité d'interagir rapidement pour poster différentes émotions qui incluent l'appréciation, l'amour, le rire, la surprise, la tristesse et la colère. Vous pouvez accéder à ces réactions sur un bureau en plaçant le curseur sur l'icône j'aime ou sur un appareil mobile en maintenant appuyé l'icône j'aime. Quand vous partagez un post sur Facebook, cela ajoute une nouvelle rubrique sur la manière dont vous choisissez ce que vous partagez. Prenez une seconde pour considérer la réaction émotionnelle de votre audience. Comment pensez-vous qu'ils réagiront aux commentaires ou à la ressource que vous partagez? Si vous partagez un article pour faire rire les gens et que la majorité des réactions sont tristes, vous avez probablement besoin de réévaluer votre manière d'atteindre votre objectif. Si vous suivez l'Église adventiste ou le réseau d'information des adventistes ALN sur Facebook, nous voulons que vous sachiez quelle réponse émotionnelle vous avez par rapport aux histoires que nous partageons. Certains vous émerveilleront, d'autres vous mettront en colère, tandis que d'autres vous attristeront. Mais nous aimerions beaucoup avoir ce retour de votre part, vous qui êtes à la maison. Et n'oubliez pas, nous aimons lire des commentaires. Ne nous aimez pas simplement, faites-nous part de vos réactions et interagissez avec nous. Et pour terminer le programme d'aujourd'hui, écoutons David Trim nous parler de l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, vous saurez comment les dirigeants adventistes du 7e jour de toutes les parties du Canada se sont rencontrés pour la première fois. Throughout the whole of this week in Adventist history and beyond, April 3 through 12 in 1934, Durant toute cette semaine dans l'histoire de l'adventisme et au-delà, du 3 au 12 avril 1934, des ouvriers de l'Église adventiste de la Fédération de l'Union du Canada se sont rencontrés à Oshawa, en Ontario. L'Union avait seulement été créée 2 ans plus tôt par la fusion des unions de l'Est et l'Ouest canadien, et ceci était la toute première rencontre de pasteurs et d'autres ouvriers de l'Église de tout le Canada. Le 4 avril 1907, la Bolivie fut séparée de la mission du Chili et de la Bolivie. Tous les 290 membres présents dans cette mission vivaient au Chili. La nouvelle mission de la Bolivie, nouvellement constituée, avait juste 2 membres. Tous les 2 des missionnaires étrangers dans une population de 2 millions de personnes. Aujourd'hui, la population totale de la Bolivie dépasse les 10 millions et plus de 100 000 d'entre eux sont des adventistes du 7e jour. 4 ans et 1 jour plus tôt, le 3 avril 1903, le secrétaire de la Conférence générale, William A. Spicer, a fait un appel à la session de la Conférence générale de 1903 afin de faire plus en Chine, où le premier pasteur adventiste, John Anderson, venait d'arriver l'année précédente. Spicer a partagé l'idée d'Anderson que chaque fédération en Amérique puisse envoyer un de ses ouvriers pour pénétrer ce vaste territoire. Spicer a ajouté, cela pourrait sembler être trop et ne pas être une proposition pratique, mais assurément, cela ne serait pas trop. Ces 50 dernières années, nous avons entendu parler des malheurs et des peines de la Chine, mais durant ces 50 années, nous n'avons jamais parlé à la Chine, qui souffre du glorieux message du salut que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, cette Église grandit dans la République populaire de Chine, mais c'est plus d'1 milliard de personnes qui constituent encore un défi significatif dans l'œuvre de l'Église adventiste du 7e jour pour atteindre le monde. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Merci de regarder ALN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Inter-Amérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre de Proverbes au chapitre 16 et au verset 3. Le passage déclare « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » C'était notre programme de la semaine. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!